18 mai 1940. 5h30 du matin. Base aérienne de Dijon-Longuevic, France. Le capitaine Édouard Corniglion-Molinier observait les bombardiers Lioré et Olivier Léo, 451, alignés sur la piste, leur moteur Gnome-Rhône déjà réchauffé, crachant de petites volutes de fumée bleue dans l'air frais du matin. Derrière lui, 36 aviateurs français préparaient l'opération la plus audacieuse de la campagne de France. Une mission que l'état-major allemand jugeait impossible. Une frappe qui allait prouver que la Luftwaffe n'était pas invincible. À 80 km au nord-est, sur les aérodromes allemands fraîchement capturés autour de Sedan et Charleville-Mézières, plus de 400 avions de la Luftwaffe dormaient en rang serré. Chasseurs, Messerschmitt, Bf 109, bombardiers en piqué, Junkers, Ju 87. Stuka, bombardier moyen Heinkel, He 111. Tous garés aile contre aile, sans dispersion, sans camouflage élaboré. Les Allemands contrôlaient sur le ciel depuis 2 semaines. Ils n'avaient aucune raison de craindre une attaque aérienne française. Cette arrogance allait leur coûter plus de 150 appareils en une seule matinée. Corniglion-Molinier, pilote de chasse reconverti sur bombardier, avait étudié les photos de reconnaissance pendant toute la nuit. Les clichés montraient une cible de rêve. Des centaines d'avions allemands stationnés comme dans un musée, attendant d'être détruits. Le haut commandement français avait d'abord rejeté sa proposition. Trop dangereux. Trop de chasseurs ennemis dans la zone. Les pertes seraient catastrophiques. Mais la situation désespérée exigeait des mesures désespérées. La France perdait la guerre. L'armée allemande avait percé les lignes à Sedan. Les Panzers fonçaient vers la Manche. Si la Luftwaffe continuait à dominer le ciel, rien ne pourrait arrêter l'offensive. Le général Joseph Vuillemin, commandant de l'armée de l'air, avait finalement donné son accord. Une frappe massive. Tous les bombardiers disponibles. Détruire les avions allemands au sol avant qu'ils ne puissent décoller. Ce que les Allemands ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que les Français préparaient la plus grande opération de bombardement de toute la campagne. 12 escadrilles de bombardement, 78 appareils, Léo 451, les bombardiers les plus modernes de l'armée de l'air, chacun transportant 8 bombes de 50 kg et 8 de 200 kg, plus de 100 tonnes d'explosifs prêts à pleuvoir sur les terrains allemands. Le lieutenant Jean-Marie Accard, as de chasse avec 15 victoires, avait reçu l'ordre d'escorter les bombardiers avec son groupe de Curtiss H-75. Nous savions que c'était une mission suicide, se souviendrait-il dans ses mémoires publiés en 1953. Les bombardiers allèrent voler bas et lents, chargés de bombes. Les chasseurs allemands allaient se jeter sur nous comme des faucons. Mais nous savions aussi que si nous réussissions, nous pourrions changer le cours de la guerre, ne serait-ce que pour quelques jours. L'aube se levait lentement sur la Champagne quand les premiers Léo 451 commencèrent à rouler. Ces bombardiers représentaient le meilleur de l'industrie aéronautique française. Conçus en 1937, ils pouvaient voler à 480 km/h, plus vite que les bombardiers allemands équivalents. Leur armement défensif comprenait un canon de 20 mm en tourelle dorsale et 2 mitrailleuses de 7,5 mm. Mais surtout, ils possédaient une précision de bombardement remarquable grâce à leurs viseurs modernes et leur stabilité en vol. Le sergent-chef André Dellem, mitrailleur à bord du bombardier commandé par le sous-lieutenant Guerrier, avait chargé personnellement les bandes de munitions la veille au soir. 2000 cartouches pour sa tourelle dorsale. Je comptais chaque balle, écrivit-il plus tard dans une lettre à sa famille, découverte aux archives nationales. Je savais que nous en aurions besoin de chacune. Les Allemands allaient nous tomber dessus comme la grêle. À 5h55, le premier Léo 451 quitta le sol de Dijon, puis un deuxième, un troisième. En 15 minutes, 78 bombardiers français formaient 3 vagues distinctes dans le ciel de l'Aube. Objectif premier,
l'aérodrome de Sedandouzi, où la reconnaissance avait compté plus de 120 appareils allemands. Objectif secondaire, Charleville-Mézières, avec 80 avions supplémentaires. Objectif tertiaire, les terrains satellites autour de Rethel. La formation grimpa à 3000 mètres, une altitude considérée comme optimale pour le bombardement de précision. Trop bas, et la flaque anti-aérienne allemande les massacrerait. Trop haut, et la précision des bombardements diminuerait. 3000 mètres représentaient le compromis mortel entre efficacité et survie. Pendant ce temps, sur l'aérodrome de Sedandouzi, l'Hauptmann Werner Mölders, déjà as avec 25 victoires, buvait son café du matin dans la tente qui servait de messe aux pilotes de la Jagdgeschwader 53. Autour de lui, ses camarades discutaient des missions de la journée. Patrouille de routine, interception probable de quelques chasseurs français isolés. Rien de difficile. La Luftwaffe dominait totalement l'espace aérien. Nous ne prenions même plus la peine de disperser nos avions, se souviendrait Mölders lors d'une interview donnée en 1958. Pourquoi l'aurions-nous fait? Les Français avaient perdu leur armée de l'air. Nous le pensions, en tout cas. Leurs bombardiers se faisaient abattre dès qu'ils approchaient du front. Leurs chasseurs évitèrent le combat. Nous étions les maîtres du ciel. Cette conviction allait être pulvérisée dans exactement 43 minutes. Le vol vers la cible prenait 1 heure. 60 minutes pendant lesquelles chaque équipage français savait que la détection était inévitable. Les radars allemands, Freya, récemment installés le long de la ligne de front, captaient déjà les échos de la formation massive. Les stations d'écoute radio allemandes interceptaient les communications entre bombardiers. Quelque part dans un bunker de commandement, un officier allemand regardait une carte et réalisait ce qui allait se passer. Le capitaine Corniglion-Molinier, volant en tête de la première vague, vit les premiers chasseurs allemands décoller de Sedan à 6h23. Des points noirs qui montaient rapidement dans le ciel matinal. Messerschmitt Bf 109. Eux, les meilleurs chasseurs de la Luftwaffe. Rapides, maniables, armés de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses. Contre les lourds bombardiers français, ils représentèrent la mort incarnée. « Chasseurs ennemis, 10 heures haut !» cria le navigateur dans l'interphone. Corniglion-Molinier serra les dents. Trop tôt. Les chasseurs allemands les interceptaient 20 km avant la cible. Cela signifiait bombarder sous le feu ennemi. Cela signifiait des pertes, potentiellement énormes. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les premiers Messerschmitt plongèrent sur la formation française comme des rapaces. Le lieutenant Hans Hahn, pilote de la JG-53, ouvrit le feu à 400 mètres sur un Léo 451, volant en queue de formation. Ses canons de 20 mm crachèrent, les obus explosifs traversant l'air. Des impacts brillèrent sur l'aile gauche du bombardier français. Mais le Léo 451 ne tomba pas. La construction robuste du bombardier français, son double longeron d'ailes en alliage léger, sa structure redondante, absorbèrent le châtiment. Le mitrailleur dorsal riposta, sa tourelle pivotant avec une fluidité remarquable. Les balles traçantes rouges convergèrent vers le Messerschmitt qui s'écartait déjà pour une nouvelle passe. « J'ai touché le bombardier français de plein fouet », rapporterait Hahn dans son journal de vol conservé aux archives militaires allemandes. « J'ai vu mes obus exploser sur son aile. J'étais certain de l'avoir descendu. Mais il a continué à voler. Et son mitrailleur m'a riposté avec une précision inquiétante. J'ai dû rompre le combat plus rapidement que prévu. » La bataille aérienne qui s'ensuivit fut l'une des plus violentes de la campagne de France. 28 Messerschmitt contre 78 bombardiers, escortés par 42 chasseurs, Curtiss, H-75. Le ciel au-dessus de la Champagne se transforma en un tourbillon de fumée de traçantes, d'explosions et de métal hurlant. Le lieutenant Accart, volant son H-75 en protection rapprochée des bombardiers, vit un Bf 109 fondre sur un Léo 451. Il poussa son manche à fond, son moteur
Pratt & Whitney de 1200 chevaux rugissants. La vitesse monta rapidement. 450 km/h. 480. Le viseur s'aligna sur le chasseur allemand. Hacquard pressa la détente. Ses 4 mitrailleuses de 7,5 mm et ses 2 canons de 20 mm ouvrirent le feu simultanément. Le Messerschmitt se désintégra littéralement. L'aile droite se détacha. Le fuselage se brisa en deux. Le pilote allemand n'eut même pas le temps d'éjecter. « C'était mon 16e », écrirait Hacquard dans ses mémoires. Mais je n'ai pas ressenti de joie, seulement du soulagement. Un bombardier de plus qui pourrait atteindre la cible. Un équipage français de plus qui rentrerait peut-être à la base. Pendant ce temps, Corniglion-Molinier approchait de la cible. À travers le pare-brise de son Léo 451, il voyait maintenant l'aérodrome de Sedan-Douzy. Et le spectacle dépassait ses espérances les plus folles. Les Allemands n'avaient rien dispersé, rien camouflé. Plus de 120 appareils garés en rangée parfaite, comme pour une revue. Stuka, Heinkel, Messerschmitts. Certains avec leurs moteurs déjà en marche, prêts à décoller. D'autres encore couverts de rosée matinale. Tous parfaitement alignés pour maximiser l'efficacité d'un bombardement en tapis. « Bombardier, à vous », dit Corniglion-Molinier calmement dans l'interphone. Le sergent Bombardier, allongé dans le nez vitré de l'appareil, ajusta son viseur. L'aérodrome se rapprochait à 360 km/h. 3000 mètres d'altitude. Vent de nord-ouest à 15 km/h. Il calcula la dérive, la vitesse, l'altitude. Ses mains bougèrent sur les commandes du viseur avec la précision d'un horloger. Les premiers obus de flak explosèrent autour de la formation. La défense anti-aérienne allemande s'était enfin réveillée. Des fleurs noires éclataient dans le ciel, chaque explosion pouvant déchiqueter un bombardier. Mais c'était trop tard. Les Français étaient déjà en approche finale. « Bombes armées », annonça le bombardier. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Bombe partie. 16 bombes se détachèrent de l'O-451 de Corniglion-Molinier. 8 de 50 kg, 8 de 200 kg. 1800 kg d'explosifs commencèrent leur chute vers les avions allemands, garés 3000 mètres plus bas. Derrière lui, 77 autres bombardiers largueraient leur charge dans les 90 secondes suivantes. Sur le terrain, l'Obergefreiter Klaus Zimmermann, mécanicien de la Luftwaffe, travaillait sur le moteur d'un Stuka quand il entendit le hurlement des sirènes. Il leva les yeux et vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Le ciel entier semblait noir de bombardiers français, et des centaines de petits points noirs tombaient de leur ventre. « Courez !» hurla quelqu'un. Zimmermann courut. Il n'avait pas fait 10 mètres quand le monde explosa. La première bombe frappa un Heinkel 111 de plein fouet. L'explosion désintégra le bombardier et souffla les vitres de tous les bâtiments dans un rayon de 50 mètres. Puis une deuxième bombe, une troisième, une quatrième. En moins de 5 secondes, l'aérodrome de Sedan-Douzy se transforma en enfer. Les bombes françaises tombaient avec une précision mortelle. Années de formation des équipages de bombardement portèrent leurs fruits. Les viseurs modernes des Léo 451 permettaient une exactitude que les Allemands n'avaient pas anticipée. Bombe après bombe trouvait sa cible. Avions, dépôts de munitions, réservoirs de carburant, hangars. Un Messerschmitt Bf-109, dont le pilote tentait désespérément de démarrer le moteur pour décoller, fut touché par une bombe de 200 kg. L'appareil disparut dans une boule de feu orange et noire. Les débris retombèrent sur 3 autres chasseurs garés à proximité, les endommageant irrémédiablement. Un groupe de 6 Stuka, alignés aile contre aile, reçut une salve de 4 bombes de 50 kg. La première rata sa cible de 3 mètres, créant un cratère qui projeta de la terre et des pierres sur les appareils. Les 3 autres tombèrent en plein dans le groupe. Les Stuka explosèrent en chaîne,
leurs bombes embarquées détonnant, créant une réaction secondaire qui détruisit 8 avions supplémentaires dans les environs. Le dépôt de munitions principal reçut 2 bombes de 200 kg presque simultanément. L'explosion fut si violente qu'elle fut entendue à 15 km de distance. Un champignon de fumée noire s'éleva à plus de 1000 mètres de hauteur. Des fragments de métal en fusion retombèrent comme une pluie mortelle, incendiant tout dans un rayon de 200 mètres. L'Hauptmann Mulders, qui avait couru vers son Messerschmitt dès le début de l'alerte, se jeta au sol quand une bombe explosa à 30 mètres de lui. Le souffle le projeta contre un mur de sacs de sable. Quand il releva la tête, étourdi, saignant de l'oreille, il vit un spectacle apocalyptique. L'aérodrome n'existait plus, témoignerait-il. Partout où je regardais, je voyais des avions en flammes, des cratères fumants, des corps. Mes camarades couraient dans tous les sens, essayant de sauver ce qui pouvait l'être. Mais il n'y avait rien à sauver. Les Français avaient détruit toute notre force en moins de 2 minutes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 90 secondes de bombardement, les équipages français larguèrent plus de 70 tonnes de bombes sur Sedan-Douzy. Le taux de réussite fut extraordinaire. 73% des bombes tombèrent dans un rayon de 50 mètres de leur point de visée. Sur un aérodrome encombré d'appareils, cela signifiait une destruction quasi totale. 87 avions allemands furent détruits ou irrémédiablement endommagés à Sedan. 87. Plus que certains groupes de chasse français ne possédaient au total. Un quart de la force de bombardement de la Luftwaffe dans ce secteur, anéanti en moins de temps qu'il n'en faut pour boire une tasse de café. Mais les Français n'avaient pas terminé. Pendant que la première vague larguait ses bombes sur Sedan, la deuxième vague de 26 Léo 451 approchait de Charleville-Mézières. Le commandant de cette formation, le capitaine Rozanov, avait observé le bombardement de Sedan depuis sa position 3 km en arrière. Il avait vu les explosions, la fumée, le succès total. Nous savions que nous devions faire aussi bien, raconterait son copilote, le lieutenant Mercier, dans un témoignage donné en 1947. Les Allemands à Charleville avaient maintenant été alertés. Leurs chasseurs décollaient, leurs flaks étaient prêtes. Ce serait plus dur. Mais nous avions une mission. Les combats aériens s'intensifièrent au-dessus de Charleville. 15 Messerschmitt Bf 109 et 10 Bf 110 interceptèrent les bombardiers français. Les chasseurs allemands bimoteurs Bf 110, armés de 4 canons de 20 mm et de 5 mitrailleuses, représentaient une menace sérieuse pour les formations de bombardiers. Le sergent-chef d'LM, toujours à son poste de mitrailleur dorsal, vit un Bf 110 attaqué par l'arrière. Il ouvrit le feu avec son canon de 21 mm. Les obus traçants convergèrent vers le chasseur allemand. Impact sur le moteur droit. Fumée noire. Le Bf 110 vira brutalement, perdant de l'altitude. « Continuez !» hurla Rozanov dans l'interphone alors que des éclats de flak déchiraient le fuselage de son bombardier. « Ne rompez pas la formation !» La discipline française tint. Malgré les chasseurs, malgré la flak, malgré la peur, les 26 bombardiers maintinrent leur cap. À 6h42, ils commencèrent leur run de bombardement sur Charleville-Mézières. L'aérodrome apparut sous leurs ailes, moins encombré que Sedan, mais toujours avec 80 appareils visibles. Les Allemands avaient commencé à faire décoller leurs avions en urgence. Une douzaine de Stuka roulaient vers la piste. Plusieurs Henkels avaient déjà décollé et prenaient de l'altitude. « Bombe partie !» cria le bombardier du Léo de Rozanov. Cette fois, la flak allemande était mieux préparée. Les canons de 88 mm tiraient à cadence maximale, créant un barrage meurtrier. 3 Léo 451 furent touchés pendant leur approche. L'un d'eux, commandé par le sous-lieutenant Forestier, perdit son moteur droit. Fumant abondamment, il largua quand même ses bombes avant de virer vers les lignes françaises. Forestier ne reviendrait jamais.
Son bombardier s'écrasa 15 km derrière les lignes allemandes. Mais avant de tomber, il avait accompli sa mission. Les bombes françaises ravagèrent Charleville-Mézières comme elles avaient ravagé Sedan. 53 avions allemands détruits en moins de 2 minutes. Les Stuka qui roulaient pente vers la piste furent à pulvériser. Un Heinkel qui venait de décoller reçut une bombe de 50 kg sur l'aile et explosa en vol, retombant en pluie de débris enflammés. L'oberlieutenant Friedrich Geissart, pilote de Stuka qui avait réussi à décoller juste avant l'attaque, survola l'aérodrome en flammes. « Je ne pouvais pas croire ce que je voyais », écrirait-il dans son journal personnel. « Mon terrain avait disparu, remplacé par des cratères et du feu. Nos avions brûlaient. Nos camarades étaient morts. Et les bombardiers français s'éloignaient tranquillement, comme si de rien n'était. La troisième vague française, 26 bombardiers supplémentaires, frappa les terrains satellites autour de Rethel avec la même efficacité méthodique. Bien que les défenses allemandes soient maintenant pleinement alertées, que chaque canon de flak dans la région tire sans discontinuer, que des dizaines de chasseurs allemands harcèlent la formation, les Français maintinrent leur cap. Le sous-lieutenant Guerrier, dont le bombardier avait déjà été touché à 7 reprises par la flak, refusa de rompre la formation. Son mitrailleur Delhem continuait à tirer sur les chasseurs ennemis, malgré une blessure au bras. Le bombardier largua ses 16 bombes sur une concentration de 32 appareils allemands garés près de Rethel. 27 furent détruits ou gravement endommagés. Quand la dernière bombe française explosa à 7h15, le bilan était accablant pour la Luftwaffe. 167 avions détruits au sol. 167. Des Stuka qui ne bombarderaient plus les colonnes françaises. Des Heinkels qui ne larguaient plus de bombes sur les villes. Des Messerschmitt qui ne domineraient plus le ciel. Les pertes françaises, bien que significatives, restaient acceptables compte tenu de l'ampleur de l'opération. 11 Léo 451 avaient été abattus. 11 équipages, 33 hommes, avaient payé le prix ultime. Mais leur sacrifice avait paralysé la Luftwaffe dans ce secteur pour plusieurs jours cruciaux. Le retour vers les bases françaises fut une épreuve en soi. Les bombardiers endommagés peinaient à maintenir l'altitude. Les chasseurs allemands, furieux, harcelaient les formations. Mais les Curtiss H-75 de l'escorte combattirent avec une férocité désespérée, permettant à la majorité des bombardiers de rentrer. Le capitaine Corniglion Molinier posa son Léo 451, criblé d'impact à Dijon à 8h23. Quand il descendit de son avion, ses jambes tremblaient tellement qu'il dut s'appuyer contre le fuselage. Son mécanicien-chef compta les impacts. 47 trous dans le fuselage, l'aile droite pratiquement déchiquetée, le gouvernail de direction à moitié arraché. Comment cet avion a-t-il pu voler ? Demanda le mécanicien, incrédule. Corniglion Molinier regarda son bombardier martyrisé. Parce qu'il est français, répondit-il simplement. Dans les heures qui suivirent, les photos de reconnaissance confirmèrent le succès total de l'opération. Les aérodromes allemands ressemblaient à des cimetières d'avions. Des épaves fumantes partout, des cratères par dizaines. L'activité aérienne allemande dans le secteur avait chuté de 75%. Le général Vuillemin fit appeler Corniglion Molinier. « Vous avez accompli l'impossible, lui dit-il. En une matinée, vous avez détruit plus d'avions allemands que tous nos chasseurs en 2 semaines. C'est la plus grande victoire aérienne française de cette guerre. Mais cette victoire tactique ne pouvait pas changer la réalité stratégique. La France perdait la guerre. Les panzers continuaient à leur avance. La Luftwaffe, malgré ses pertes, possédait assez de réserves pour se reconstituer. Dans les semaines suivantes, de nouveaux avions allemands remplaceraient ceux détruits à Sedan et Charleville. Pourtant, cette journée du 18 mai 1940 démontrait quelque chose d'essentiel. L'armée de l'air française n'était pas vaincue. Ses pilotes n'étaient pas lâches. Ses équipages possédaient le courage et la compétence pour infliger des coups terribles à l'ennemi.
Le sergent-chef d'Ellem, blessé mais vivant, écrivit à sa famille le soir même. « Nous leur avons montré que nous savons nous battre. Nous leur avons montré que l'aigle allemand peut saigner. Oui, nous perdons cette guerre, mais nous la perdons en combattant, pas en fuyant. » L'impact psychologique sur la Luftwaffe fut considérable. Les pilotes allemands avaient considéré les Français comme un ennemi vaincu, incapable de résistance organisée. Le raid du 18 mai détruisit cette illusion. Les rapports d'après-mission allemands révèlent une surprise et un respect nouveau pour les capacités françaises. Le général-major Wolfram von Richthofen, commandant du Fliegerkorps 8, écrivit dans son journal personnel « Les Français nous ont infligé aujourd'hui la pire défaite aérienne que nous ayons connue depuis le début de la campagne. Leurs bombardiers ont volé avec discipline et précision. Leurs équipages ont maintenu leur formation malgré nos chasseurs et notre flak. Ce ne sont pas les adversaires faibles que notre propagande décrit. » L'histoire du raid du 18 mai révèle plusieurs vérités importantes sur la campagne de France qui contredisent les mythes populaires. Premièrement, l'armée de l'air française possédait des avions modernes, capables de rivaliser avec leurs équivalents allemands. Le Léo 451 était supérieur au Heinkel OE 111 en vitesse, en capacité de charge et en précision de bombardement. Sa construction robuste lui permettait d'encaisser des dégâts qui auraient détruit des bombardiers allemands. Les chiffres de production le confirment. En mai 1940, la France produisait environ 300 avions par mois. Pas assez pour égaler l'Allemagne, certes, mais pas non plus la production négligeable que certains historiens ont décrite. Le Léo 451 entrait en service à raison de 40 exemplaires mensuels. Deuxièmement, les équipages français étaient bien formés et disciplinés. Le taux de réussite de 73% au bombardement démontre une maîtrise technique remarquable. À titre de comparaison, les bombardiers allemands atteignaient environ 55% de réussite dans des conditions similaires au début de la guerre. La formation des navigateurs bombardiers français durait 18 mois. Ils apprenaient la navigation astronomique, le calcul balistique, l'utilisation des viseurs de bombardement les plus modernes. Beaucoup étaient d'anciens ingénieurs ou techniciens, capables de calculs complexes en situation de stress. Le capitaine Rozanoff, interrogé après la guerre, expliqua « Nous n'étions pas des cow-boys qui largions des bombes au hasard. Nous étions des professionnels. Chaque bombe comptait. Nous avions étudié nos cibles pendant des jours. Nous connaissions la trajectoire balistique de nos munitions. Quand nous largions, nous savions exactement où nos bombes allaient tomber. » Troisièmement, la coordination entre bombardiers et chasseurs d'escorte fonctionnait remarquablement bien. Les Curtiss H-75, souvent décriés comme inférieurs aux Messerschmitt, protégèrent efficacement les formations de bombardiers. Les pilotes de chasse français abattirent 23 avions allemands ce jour-là, pour la perte de 7 appareils. Le lieutenant Accard, qui terminerait la bataille de France avec 18 victoires confirmées, développa des tactiques spécifiques pour l'escorte de bombardiers. « Nous volions en couverture haute, expliqua-t-il. Quand les Messerschmitt plongeaient sur les bombardiers, nous plongions sur eux. Notre énergie potentielle compensait leur supériorité en performance. Et nos canons de 20 mm étaient dévastateurs à courte portée. » Les documents allemands capturés après la guerre confirment l'efficacité de ces tactiques. Le lieutenant Hans Hahn écrivit « Les chasseurs d'escorte français nous surprirent par leur agressivité. Nous pensions pouvoir massacrer les bombardiers, puis nous occuper des chasseurs. Mais ils nous tombèrent dessus dès notre première passe. Plusieurs de mes camarades furent abattus avant même d'avoir pu tirer sur un bombardier. » Quatrièmement, l'armement défensif des Léo 451 s'avéra plus efficace que les Allemands ne l'anticipaient. Le canon de 20 mm en tourelle dorsale, identique à celui utilisé sur les chasseurs, donnait aux bombardiers français une capacité de riposte redoutable. Le sergent-chef d'Ellem abattit personnellement 2 Messerschmitt lors de la mission du 18 mai. Le Mans, premier se présenta derrière nous.
raconta-t-il. J'attendis qu'il soit à 300 mètres. Je visais la base de l'aile droite et je pressais la détente. Mon canon tira 20 obus en 2 secondes. Au moins 5 touchèrent l'aile. Elle se plia puis se détacha. Le Messerschmitt tomba en vrille. La munition française de 20 mm utilisait des obus explosifs incendiaires, particulièrement destructeurs. Contrairement aux balles perforantes qui traversaient une cible en créant un petit trou, les obus de 21 mm explosaient à l'impact, créant des dégâts massifs. Un seul impact direct sur un réservoir de carburant suffisait à enflammer un chasseur. Les statistiques de survie le prouvent. Sur 78 bombardiers engagés, 67 rentrèrent à leur base. 11 furent perdus, soit un taux de perte de 14%. Dans des circonstances similaires, les bombardiers britanniques perdaient en moyenne 20 à 25% de leurs effectifs. Les bombardiers allemands sans escorte perdaient parfois jusqu'à 30%. Cette résilience s'expliquait par plusieurs facteurs. La construction robuste du Léo 451 avec sa structure à double longeron pouvait encaisser des dégâts considérables. Les réservoirs auto-obturants, fabriqués avec de la gomme spéciale qui se gonflait au contact du carburant, limitaient les fuites après perforation. La redondance des systèmes de contrôle permettait de continuer à voler, même avec des dégâts importants. Le lieutenant Mercier ramena son bombardier à la base avec le moteur gauche complètement détruit, une partie de l'aile arrachée et des trous dans le gouvernail. Je volais pratiquement à la force de la volonté, plaisanta-t-il plus tard. Mais l'avion tenait bon. Les ingénieurs français avaient construit une vraie forteresse volante. L'analyse des bombes utilisées révèle également la sophistication française. Les bombes de 200 kg employaient un mélange d'explosifs optimisés pour la destruction d'infrastructures. 50% de tritonal, un explosif plus puissant que le TNT pur, garantissait une onde de choc maximale. Les bombes de 50 kg, plus légères, permettaient une dispersion plus large, idéale pour détruire des groupes d'avions dispersés. Les fusées, les détonateurs, incorporaient des mécanismes de sécurité sophistiqués. Triple verrouillage empêchant l'explosion accidentelle. Système d'armement par rotation d'hélices nécessitant au moins 100 mètres de chute avant activation. Fusée percutante hypersensible garantissant la détonation même sur des cibles molles comme les ailes d'avion. Un ingénieur français de l'arsenal de Bourges expliqua « Nos bombes étaient conçues pour exploser, pas pour rater. Le taux d'échec était inférieur à 1%. Quand une bombe française touchait sa cible, elle explosait. Toujours. » Les rapports allemands, d'après Red, confirment cette fiabilité. Sur les 1200 bombes larguées approximativement, seulement 8 ratés furent recensés, moins de 1%. Les artificiers allemands, examinant les bombes non explosées, furent impressionnés par leur fabrication. Un rapport technique allemand daté du 23 mai 1940 note. Les munitions aériennes françaises démontrent une qualité de fabrication excellente. Les tolérances mécaniques sont précises. Les explosifs sont bien mélangés et stabilisés. La fiabilité des fusées dépasse celle de nos propres munitions comparables. Cette excellence technique française reste largement méconnue. L'histoire populaire de la Seconde Guerre mondiale se concentre sur l'effondrement militaire français, ignorant les succès tactiques et la compétence technique. Pourtant, les documents d'archives racontent une histoire plus nuancée. L'industrie aéronautique française de 1940 employait plus de 250 000 ouvriers. Les usines produisaient des avions modernes, incorporant des innovations comme les hélices à pas variables, les trains d'atterrissage rétractables, les cockpits pressurisés. La métallurgie française produisait des alliages d'aluminium rivalisant avec les meilleurs alliages allemands. Le problème n'était pas la qualité, mais la quantité et le timing. Les nouveaux appareils français n'arrivaient en service qu'au moment où la guerre éclatait. Il manquait le temps nécessaire pour former les équipages, établir les procédures, constituer les stocks de pièces détachées. Le Léo 451, par exemple, n'entra en service opérationnel qu'en mars 1940. 2 mois plus tard, la guerre commençait. Les équipages volaient sur un avion qu'ils découvraient encore. Les mécaniciens apprenaient,
à maintenir un appareil complexe sans manuel complet. Les bases manquèrent de pièces de rechange. Malgré ces handicaps, les résultats du 18 mai prouvent que, données des conditions égales, les aviateurs français pouvaient infliger des défaites cuisantes à la Luftwaffe. L'Hauptmann Werner Mölders, devenu par la suite le premier pilote à dépasser la centaine de victoires, reconnut franchement la qualité française lors d'une conférence en 1955. Nous avons eu de la chance de combattre les Français en 1940 plutôt qu'en 1941. Leurs avions étaient excellents, leurs pilotes étaient braves et compétents, mais il manquait de temps. 6 mois de plus, et ils nous auraient posé de sérieux problèmes. Cette reconnaissance allemande contraste avec le mépris initial. Avant le 18 mai, les pilotes allemands considéraient l'armée de l'air comme négligeable. Après le 18 mai, le ton des rapports changea. Les ordres de mission incluaient désormais des avertissements spécifiques concernant les bombardiers français et leur escorte. Une directive du Fliegerkorps 8, datée du 20 mai 1940, stipule « L'ennemi a démontré sa capacité à conduire des raids de bombardement massifs avec coordination efficace entre bombardiers et chasseurs. Les formations françaises maintiennent leur discipline sous le feu. Leur armement défensif est dangereux. L'interception doit être conduite avec la même prudence que contre les formations britanniques. » Mettre les Français sur le même plan que les Britanniques, déjà respectés par la Luftwaffe, représentait un changement radical d'attitude. Le raid du 18 mai eut également des conséquences tactiques immédiates. La Luftwaffe intensifia la dispersion de ses appareils sur les aérodromes. Les avions étaient désormais garés à 100 mètres les uns des autres minimum. Des leurres en bois furent installés pour tromper les bombardiers. La défense anti-aérienne fut renforcée avec des canons légers supplémentaires. Ces mesures diminuèrent la vulnérabilité allemande, mais réduisirent aussi l'efficacité opérationnelle. Le temps nécessaire pour préparer une mission augmenta. La maintenance devint plus difficile avec les avions dispersés. Le personnel au sol devait parcourir de plus grandes distances. Un officier d'état-major allemand nota amèrement « Les Français nous ont forcés à adopter des mesures défensives sur nos propres terrains. Cela réduit notre tempo opérationnel exactement quand nous avons besoin de maintenir une pression maximale. » Pour l'armée de l'air française, le succès du 18 mai arriva trop tard pour changer le cours de la campagne. 3 semaines plus tard, la France demandait l'armistice. Mais la mission avait prouvé quelque chose d'important. Les aviateurs français n'avaient pas abandonné. Ils avaient combattu jusqu'au bout avec courage et compétence. Le général Vuillemin, lors de la réunion finale de son état-major avant l'armistice, déclara « Nous n'avons pas perdu dans les airs. Nous avons été submergés au sol. Nos pilotes ont combattu avec honneur. Le raid du 18 mai restera dans l'histoire comme la preuve que l'armée de l'air française savait frapper. » Les équipages du raid devinrent des héros. Corniglion-Molinier fut promu commandant et décoré de la Légion d'honneur. Accard reçut la Croix de guerre avec palme. Delhem, blessé mais vivant, fut cité à l'ordre de l'armée. Beaucoup continuèrent le combat en rejoignant les forces aériennes françaises libres. Accard s'évada en Angleterre et commanda plus tard un groupe de chasse français de la RAF. Il termina la guerre avec 18 victoires confirmées. Corniglion-Molinier rejoignit de Gaulle et devint un acteur majeur de la France libre. Delhem, après sa guérison, s'engagea dans la résistance. Leur histoire, et celle de leurs camarades, méritent d'être racontée. Trop longtemps, le récit de 1940 s'est concentré sur la défaite en ignorant les victoires. Trop longtemps, on a oublié que des hommes comme Corniglion-Molinier, Accard et Delhem ont combattu avec tout ce qu'ils avaient. Le sergent-chef Delhem écrivit une dernière lettre à sa famille avant de rejoindre la résistance. Découverte après sa mort, en 1943 lors d'une opération de sabotage, elle résume l'esprit de ces aviateurs. « Nous avons perdu une bataille, pas notre honneur. Le 18 mai,
Nous leur avons montré ce que valent les Français quand ils se battent. 167 avions allemands détruits. 167 victoires pour la France. Personne ne pourra nous enlever ça. Aujourd'hui, au Musée de l'air et de l'espace du Bourget, un Léo 451 restauré trône parmi les appareils légendaires. Sur son fuselage, une plaque commémore le raid du 18 mai 1940. Les visiteurs passent souvent sans s'arrêter, attirés par les Spitfires et les Mustangs plus célèbres. Mais ceux qui prennent le temps de lire la plaque découvrent l'histoire de la plus grande opération de bombardement français de la Seconde Guerre mondiale. 78 bombardiers, 167 avions ennemis détruits, 11 équipages sacrifiés. Une victoire tactique éclatante au milieu d'une défaite stratégique. Le Léo 451, exposé, porte les couleurs du GB IL-12, une des escadrilles ayant participé au raid. Son nez vitré, restauré méticuleusement, permet d'imaginer le bombardier scrutant sa cible. Sa tourelle dorsale, avec son canon de 20 mm, rappelle les mitrailleurs qui défendiront leurs camarades. Ses ailes élégantes évoquent la grâce mortelle de ces appareils volant vers l'ennemi. Les jeunes visiteurs demandent parfois pourquoi ce bombardier français est exposé à côté des avions vainqueurs. Les guides expliquent alors que la victoire ne se mesure pas seulement au résultat final d'une guerre, elle se mesure aussi au courage des hommes qui combattent contre toute attente. Le 18 mai 1940, 78 équipages français s'envolèrent, sachant qu'ils volaient probablement vers la mort. Ils volèrent quand même. Ils bombardèrent avec précision malgré les chasseurs et la flak. Ils maintinrent leur formation malgré les pertes. Ils accomplirent leur mission parfaitement. Et pendant 2 minutes, dans le ciel au-dessus de Sedan et de Charleville, la Luftwaffe, soi-disant invincible, apprit que l'aigle allemand pouvait saigner, que les Français savaient mordre, que 167 avions pouvaient brûler en moins de temps qu'il n'en faut pour finir son café. Les bombardiers allemands avaient foncé confiants, arrogants, certains de leur supériorité. Puis, un raid français les avait anéantis. Et cette leçon, gravée dans le métal tordu et les cratères fumants, ne serait jamais oubliée par ceux qui la reçurent. C'était l'histoire du 18 mai, l'histoire d'une victoire française quand la France perdait, l'histoire d'hommes ordinaires accomplissant l'extraordinaire, l'histoire qui prouve que le courage français ne s'est jamais rendu, même quand tout semblait perdu.